Je me suis pas du tout intéressé au vin. J'ai fait le lycée hôtelier, cursus plutôt cuisine, puis après salle, mais je ne m'intéressais pas du tout au vin. Dans ma famille, on buvait très très peu de vin. Et en fait, j'ai travaillé dans un établissement qui malheureusement a pris feu. Et je suis arrivé sur les lieux le matin pour ouvrir le restaurant. Et mon patron était là. Pendant la nuit, l'établissement était entièrement détruit. Sauf bien sûr la cave. On s'entendait vraiment très bien, il m'a dit descends à la cave, va chercher 2-3 bouteilles, je m'en fous. Et j'ai pris quelques bouteilles, 3 bouteilles que j'ai ramenées à la maison. Et j'ai décidé d'ouvrir les bouteilles avec un joli gobelet plastique. J'ai pas fait les choses bien, mais je me rendais pas compte de l'importance de ce que ça avait. Et c'était des très très belles bouteilles de Bordeaux et j'ai pris une claque monumentale. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. À en croire la trajectoire de notre invité du jour, il aura suffi d'une étincelle, d'un rien, d'un geste, pour allumer le feu et voir grandir cette flamme dans ses yeux. Et cette flamme, eh bien, figurez-vous qu'elle ne cesse de brûler pour le vin, 30 ans même après ce terrible incendie. Flamboyante, olympique, sa flamme illumine et profite à tous les amoureux de ce divin breuvage qui auraient la bonne idée de se rendre au 27 rue des Bahutiers, adresse devenue incontournable à Bordeaux. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Alors, chers glouters, instant solennel, j'ai l'honneur de vous ouvrir les portes de Vin Urbain pour découvrir ce que le vin dit d'eux, Yannick Bussière, un taulier pas comme les autres qui aime vous faire plaisir en toute simplicité. Pour Glouglou, Yannick nous en dit plus sur la nature même de ce combustible. Ses coups de cœur, petits rituels, dégustation à l'aveugle et grignotage, un programme alléchant visant une fois de plus à désacraliser le monde du vin et l'ouvrir au plus grand nombre. Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés. Nul doute que celle de Yannick sera vous réchauffer le cœur et l'esprit. Allez, top générique. Bonjour à tous, c'est Peeves. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Hello les amis, hello les glouters, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Qui plus est, en face d'une personnalité inspirante, mais surtout une personnalité qui compte énormément dans mon parcours de passionné de vin, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Bussière. Hello Yannick, comment vas-tu ? Salut, tout va bien. Bon, un grand merci de nous recevoir chez toi. On est à Vin Urbain, rue des Bahutiers à Bordeaux, un magnifique bar à vin. Merci de nous recevoir chez toi. Mais que de compliments, ça commence bien. Oui, et il y en aura sûrement d'autres, parce que je vous le disais, les amis, c'est un lieu vraiment cher à mon cœur, puisque je pense que ça fait à peu près 7 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et je me souviens, j'avais passé cette petite porte au couloir très étroit, pour venir te parler d'un petit projet, parce qu'il y a 7 ans, j'avais cette idée de créer ce qu'on appelle un wine club, un moment où on se retrouve avec les copains, des passionnés de vin, pour découvrir, ouvrir des bouteilles à l'aveugle la plupart du temps. Et tu m'avais fait, on peut pas dire l'amitié, à l'époque tu me connaissais pas, mais en tout cas la gentillesse de nous dire « Vous serez toujours les bienvenus chez moi ». Ça me fait penser à une chanson, ça, tiens. Et donc, quasiment tous les mois, on se retrouve ici, chez Vin Urbain, pour découvrir du vin et pour apprendre, pour élargir nos connaissances, notre champ de vision. Mais je tiens à vous remercier aussi, parce que grâce à vous, parce que vous amenez des bouteilles, ça me permet de goûter des nouvelles choses, de m'ouvrir aussi sur des nouvelles régions, sur plein de choses. Donc, en fait, c'est un échange entre clients, et moi, j'adore ça. Voilà, les amis, si ça peut vous donner des idées, parce que l'union fait la force, nous on est une petite dizaine, et puis voilà, il y a un petit pot commun, et ça nous permet effectivement de découvrir plein de belles bouteilles. Vin Urbain, on en reparlera, mais bien sûr on peut te suivre sur tes réseaux, c'est très simple à trouver sur Instagram, et puis donc c'est à Bordeaux, rue des Bahutiers. Mais à présent, Yannick, ce qui va nous intéresser, tu connais ce premier chapitre, l'étiquette de l'invité, c'est le moment de te présenter.
Eh ben, on va se lancer. Donc, je m'appelle Yannick Bussière, j'ai créé Vin Urbain en 2015 et je suis né en 73, donc ça y est, j'ai fait les 50 ans, donc ça fait un petit moment déjà que je suis dans le vin, ça va faire 25 ans vraiment que je suis à fond sur ce métier, sur différentes facettes, et l'aboutissement, ça a été la création de mon propre bar à vin où il y a mon identité sur la carte et l'identité dans le lieu. Il me semble qu'avant ça, donc tu as une petite expérience dans le sud, en Provence. Oui, exactement. Je travaillais pour un domaine viticole au pied de la Sainte-Victoire, le domaine Grandboise, où j'ai passé quelques années en tant que caviste et on s'occupait de distribuer, de faire connaître un peu les vins du domaine par le biais d'une boutique. Voilà, chose qui se fait beaucoup en Provence. Eh bien, j'en profite pour faire un petit coucou à l'ami Jean Simonet qui signe les grands vins de Grandboise. Grandboise, donc c'est vrai que c'est un lieu assez extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. On est au pied de la montagne Sainte-Victoire, parce que souvent on pense à la Provence, bord de mer, les embruns, et là pas du tout. On est vraiment dans un coin montagneux, à 300-400 mètres d'altitude, avec des moins 17 en hiver, on n'aurait jamais cru. Voilà, pour un Bordelais qui débarque dans ce coin-là, c'était extraordinaire, et on a passé 4 années hyper sympathiques à découvrir une région avec une culture de vin complètement différente. Donc c'était tout bénéfice pour nous. C'est génial, parce qu'il faut imaginer effectivement qu'en haut de cette montagne de Sainte-Victoire, il y a de la vigne, et qui dit vigne dit racine. Donc racine, c'est ce prochain chapitre. Jingle. Glou Glou, le podcast à écouter sans modération. Alors Yannick, ça c'est un service qui me tient énormément à cœur dans l'émission, en savoir plus sur les racines de mon invité. Et il y a une question simple, je pense qu'on pourrait commencer par là. Quel est le premier souvenir vin ? Alors j'ai eu une chance ou au contraire un défaut, c'est qu'en fait je me suis pas du tout intéressé au vin. J'ai fait le lycée hôtelier, cursus plutôt cuisine, puis après salle. Donc, mais je ne m'intéressais pas du tout au vin. Dans ma famille, on buvait très très peu de vin. Et en fait, j'ai travaillé dans un établissement qui malheureusement a pris feu. Et je suis arrivé sur les lieux le premier le matin pour ouvrir le restaurant. Et mon patron était là. Pendant la nuit, l'établissement était entièrement détruit. Sauf bien sûr la cave. Et on s'entendait vraiment très bien. Il m'a dit descends à la cave, va chercher 2-3 bouteilles, je m'en fous. Enfin voilà, c'était. Et j'ai pris quelques bouteilles, 3 bouteilles que j'ai ramenées à la maison, sachant pas trop ce que c'était. J'ai décidé d'ouvrir les bouteilles. Avec un joli gobelet plastique. J'ai pas fait les choses bien, mais je me rendais pas compte de l'importance de ce que ça avait. Et c'était des très très belles bouteilles de Bordeaux et j'ai pris une claque monumentale. Donc, de par mon parcours de restauration où on avait la chance à l'époque de trouver du boulot où on voulait à peu près quand on voulait, je me suis dit j'ai bu ça, c'était très bon. Je vais venir à Bordeaux pour comprendre un peu plus. Donc je suis descendu sur Bordeaux, j'avais 28 ans, en me disant je vais apprendre le vin. Donc je suis venu à Bordeaux à cause de 2 bouteilles essentielles qu'on marquait. Et d'un incendie. Alors, oui. Tu as grandi du coup, tu as grandi à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Donc en fait du coup j'avais aucune œillère sur les vins de la France entière, voire de l'étranger, puisque on commence à produire des vins de qualité, mais à l'époque c'était pas ce qu'on produisait de mieux, c'était essentiellement des caves coopératives, donc pas des grands vins. Donc j'ai eu cette chance, et j'estime que c'est une chance, de pas naître dans une région vraiment viticole où parfois on peut être marqué au fer rouge pendant des années sur notre culture, que moi en fait j'avais tout à apprendre de toutes les régions de France. Donc ça m'a permis de m'ouvrir assez rapidement et d'essayer de comprendre un peu toutes les régions de France et pas m'arrêter à spécialement une région. Même si j'étais venu sur Bordeaux, j'aimais les vins d'ailleurs parce que pour moi tout était nouveau et chaque fois que je goûtais quelque chose, j'avais une émotion différente. Donc j'étais là. Mais il n'y a pas qu'à Bordeaux qu'on fait des grands vins, il y a telle région, il y a telle région, il y a telle région, et je découvrais au fur et à mesure toute l'étendue et toute la chance qu'on a en France d'avoir de si beaux terroirs. Et là, on est dans les années 90 ? Ouais, 98.
98, Coupe champion du monde. Exactement. Zidane, la tête. 3 jours après, j'arrive sur Bordeaux. Voilà. Bon, je pense qu'on se souvient tous où est-ce qu'on était Exactement. au moment des 2 coups de tête de Zizou. Donc, c'est en fin de compte, voilà, ton premier déclic, c'est ces bouteilles. Voilà, des bouteilles de Bordeaux que j'ai bu pas dans les bonnes conditions, mais en me disant, waouh, en fait, je pensais que le vin, c'était pas bon. Et quand j'ai goûté ça, j'étais, mais c'est magnifique. Et là, il y a eu un déclic. Alors, pourquoi l'expliquer ? C'est toujours difficile d'expliquer ce déclic, mais de me dire comment on peut arriver à quelque chose d'aussi bon dans une bouteille qui avait un petit peu d'âge. J'ai eu la chance de boire des Bordeaux qui étaient vraiment prêts, mais de me dire, wow, faut que je comprenne ce qui se passe. C'est ça qui est incroyable. De toujours prendre ce recul, d'essayer de le faire du moins, et de se rappeler quand même que la base, c'est cette vigne, cette liane, qui va nous donner des raisins, et qu'en les pressant, ce jus va se transformer en alcool, et que des fois, 10, 15, 20 ans plus tard, on ouvre la bouteille, et il y a des parfums, il y a des arômes qui peuvent nous laisser baba. Voilà, et que c'était vraiment une découverte. On s'arrêtait à la cuisine, dans la restauration. J'avais bu quelques alcools, des mauvais alcools avec les copains le samedi soir et tout. Mais jamais j'avais bu quelque chose avec autant... Oui, les arômes, le goût, une structure, tout ce qu'il y avait autour de ça, je connaissais pas. Donc en fait, j'étais vraiment neutre. Et j'ai eu cette chance de commencer par des très grandes bouteilles. Et donc à la suite de ça, tu vas avoir une expérience de, si je dis pas de bêtises, d'à peu près 10 ans dans un très bel établissement bordelais qui borde la Garonne, qui s'appelle l'Estacade. Mais là, il va déjà trop vite. Ah bah alors, donc en fait, on prend le temps. J'arrive sur Bordeaux, tout simplement, je recherche du travail dans la restauration, je travaille sur les allées de Tourny, je trouve dans un bel établissement, et il y a beaucoup de vin à la carte, il y a plein de choses. Mais en fait, je m'aperçois que j'ai pas de niveau, je connais pas grand-chose, j'ai juste apprécié, donc on se met à boire. C'est l'avantage, quand on est à Bordeaux, on goûte plein de choses, mais il me manquait quand même une formation de connaissances, et surtout je pouvais pas prétendre à travailler dans les établissements qui moi m'intéressaient pour monter en gamme et connaître encore mieux le vin. Donc en fait j'ai décidé de reprendre mes études tout simplement. Voilà. Donc j'ai passé un CAP sommelier, je suis retourné à Clermont-Ferrand, c'est le seul lycée qui m'a accepté parce que en général, sitôt qu'on sort du cursus, j'aurais pu faire le CAFA, des choses comme ça, mais pour moi c'était le lycée hôtelier, la mention complémentaire sommellerie, j'en avais entendu parler et c'était un peu la référence, donc du coup je suis retourné une année reprendre mes études pour avoir enfin mon CAP et pouvoir prétendre avoir un poste qui correspondait à mes envies du moment. Et ton envie du moment, là c'était clair, net et précis, il fallait que ça soit connecté au vin. Exactement. Donc je suis revenu après cette année d'études, j'ai travaillé aux sources de Caudalie où on m'a offert l'opportunité de goûter des très très grandes choses, des choses très pointues. Après l'environnement haute gastronomie ne m'intéressait pas, mais par contre ça m'a permis de m'ouvrir sur des très belles bouteilles, de comprendre un peu plus, d'être vraiment dans le vignoble en fait, au contact. Donc pendant la coupure, au lieu de rentrer à la maison, on allait faire une petite visite, on allait comprendre, essayer de mieux comprendre tout cet environnement vin qui est très spécifique à Bordeaux quand même. On a cette chance à Bordeaux d'avoir les domaines qui sont tout autour de nous. À l'époque, c'était un petit peu plus difficile. Il y avait un peu moins d'ouverture qu'aujourd'hui, mais par contre, j'ai pu découvrir, de comprendre c'est quoi un chai. C'est quoi des cuves, c'est quoi des barriques, quelle est l'importance, qu'est-ce que j'aime moins dans les vins, et c'est vraiment d'être sur Bordeaux qui m'a permis tout ça. Donc mieux comprendre pour mieux choisir. Et oui, et surtout, quand on est novice, en fait, on a soif d'information, donc moi c'est ce qui me manquait vraiment. Quand on n'est pas baigné depuis le plus jeune âge, de se dire, faire du vin, le mettre dans une bouteille, acheter une étiquette, c'est super. Quand on a les moyens de se faire plaisir, c'est top. Mais comprendre
tout ce qu'il y avait derrière. Et j'ai fait les vinifications pendant ma formation au lycée hôtelier. Et j'étais là, ah ouais, mais en fait, c'est hyper complexe. Quelques décisions vont changer le goût d'un vin. On veut des vins fruités, on veut des vins à structure, on veut des vins de garde. Mais pour moi, tout ça, c'était nouveau. Donc, d'essayer de comprendre, d'approfondir un petit peu plus. Et Bordeaux offre cette chance. Ouais, Bordeaux offre plein de belles choses. Mais alors, on veut savoir, où est-ce que tu as vinifié ? Bon, cave de Saint-Pourçain. mais c'était super intéressant parce qu'en fait, je découvrais donc et j'avais la chance d'être vraiment dans les cuves pendant les vendanges. Ça sentait le vin, ça puait le vin, mais c'est ce qu'on aime, quoi, d'essayer de comprendre pourquoi il y a des fermentations, pourquoi on fait du blanc, pourquoi on fait du rosé, pourquoi on fait du rouge, comment on le fait. Et c'était hyper intéressant. Et aujourd'hui, l'appellation Saint-Pourçain commence vraiment à monter parce que on s'aperçoit que partout, on a des beaux terroirs qui ont été plus ou moins abandonnés selon les époques, mais aujourd'hui, il y a des beaux terroirs partout, même en Auvergne. Mais alors du coup, on revient à Bordeaux. Donc là, tu as toute ta formation. Tu nous as parlé des sources de Caudalie. Alors pour les glouters, petite info, les sources de Caudalie, donc c'est un très bel établissement étoilé aujourd'hui avec la grande vigne et qui est collé à un château, le château Smith-Lafitte. Donc on est dans cette magnifique campagne au sud de Bordeaux, dans l'appellation Pessac-le-Ognan. Donc qu'est-ce qui se passe après tout ça ? Eh ben, j'ai l'opportunité d'aller travailler à l'Estacade. J'avais travaillé pendant 1 an, mais juste en tant que serveur. J'étais parti, mais on avait gardé de très bons souvenirs avec le patron. Et mon patron se moquait un peu de moi, me voyait aux sources de Caudalie avec ma petite cravate, ma petite grappe, et il se moquait gentiment. Et un soir, au cours d'un repas, je lui fais, mais tu sais, toi tu perds de l'argent, le vin c'est hyper important. Non, ça marche bien et tout ça. J'étais, tu sais, avec 2-3 éléments, un peu de structure, ta carte des vins, c'est hyper important. Et le soir, chacun retourne chez lui et le lendemain, il m'appelle, il fait quand même, tu m'as pointé quelque chose, je me suis jamais occupé de la carte de vin, je faisais confiance à un négociant qui s'occupait de tout, c'était la facilité. Tu crois que tu pourrais faire quelque chose ? J'ai fait, voilà, moi je te l'ai dit, après, je suis pas sorcier, hein. Donc on s'est tapé dans la main, on s'est dit, tu me laisses 6 mois. Si au bout de 6 mois ça te convient pas, je partirai, et tu sais très bien que j'ai jamais fait d'embrouille et tout ça, donc il fait, ben ouais, je te laisse la carte 100% et tu me refais ça, tu t'en occupes. Moi je veux pas en entendre parler parce que le vin c'est pas ma passion, donc je veux que tu t'en occupes et puis on verra les résultats. Et puis je suis resté 10 ans, voilà. Donc j'ai eu cette chance de travailler pour un monsieur qui me faisait totalement confiance et qui m'a dit, ben tu t'en occupes, je veux pas en entendre parler, tu achètes, tu payes, tu t'occupes de tout, et il m'a laissé totale liberté. Donc j'ai eu cette chance de travailler dans un établissement où on faisait beaucoup de monde, avec une belle reconnaissance, et d'avoir les cartes des vins pour moi. Donc et là dès le départ, alors c'était en 2003 sur Bordeaux, on va dire 50% de ma carte était hors Bordeaux. Et c'était déjà une petite révolution. Et puis moi, ça m'a permis aussi de rencontrer des vignerons un peu partout en France, de me déplacer, de comprendre toutes les régions. Mais parce que mon patron m'autorisait à faire ce que je voulais. Donc j'ai eu cette chance, c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps. Eh bien, justement, on va vouloir savoir où est-ce que t'es allé, quel vigneron t'as rencontré. C'est le prochain chapitre, terroir, jingle. De grands terroirs impliquent de grandes responsabilités. Glou-glou. Alors Yannick, avant toute chose, avant de connaître ces terroirs qui sont chers à ton cœur, eh ben j'aimerais connaître justement ta définition du mot terroir. Pour moi, il est primordial. En fait, j'ai eu cette chance parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet aussi, on n'avait pas autant de facilité. Donc, quand on voulait comprendre les choses, fallait qu'on y aille. Donc, souvent, alors pendant les repos, pendant les vacances, eh ben, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la voiture et au lieu d'aller à la plage, eh ben, on se dit, tiens, je vais dans cette région pour comprendre un peu mieux. Donc, femmes et enfants sont dégoûtés parce qu'eux, ils préféreraient aller à la plage. Donc, ça m'est même arrivé de laisser les femmes et enfants à la plage
village, de reprendre la voiture et d'aller faire quelques visites de vignerons toute la journée et de récupérer les enfants le soir. Mais pour moi, c'est essentiel parce que les plus grandes claques, en fait, une bouteille de vin, une fois que le bouchon est mis dessus, il y a une jolie étiquette, c'est magnifique. Et parfois, on se dit, ouais, mais c'est cher. Mais quand on va sur le lieu, quand on comprend, on se dit non, c'est pas cher. Parce qu'il y a un travail différent, parce que le terrain est difficile d'accès, parce qu'il y a une âme supplémentaire. Et ça, tant qu'on n'est pas sur place, on a toujours du mal à comprendre. Ma plus grande claque, et c'était tout au début, je suis allé un jour sur Côte-Rôtie. Donc je trouvais les vins un petit peu chers, je trouvais ça très bon, mais j'étais là quand même, on est sur des tarifs pas très compétitifs. Une fois que j'ai compris, j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane Augier et Stéphane Montez, qui étaient tout jeunes à l'époque, qui débutaient, et qui m'ont dit « Allez, viens, on est trop content d'avoir un Bordelais, et en plus d'avoir nos vins sur Bordeaux, tu viens nous voir, on passe 2 jours ensemble. » Et j'ai passé 2 jours dans les voitures, quoi, dans les 4x4. Et de me dire, ah oui, mais en fait, j'avais pas compris du tout. Pour moi, comme à Bordeaux, c'est souvent assez plat. Donc j'étais là, les vins de Côte-Rôtie, c'est la même chose. Il faut des terrains un petit peu plats, avec un terroir spécifique. Mais quand on est dans ces paysages semi-montagneux, on est là, ah oui, je comprends que au niveau du travail, c'est autre chose. Et il faut le valoriser aussi par rapport à un prix. Et ça, on a du mal à le comprendre en voyant une photo, on se dit oh ça a l'air pentu, mais une fois qu'on est dessus, on est là, ah oui, je comprends. Et j'ai eu la chance d'aller aussi dans le Valais, dans des régions, le Jura aussi, où c'est quand même assez compliqué, et de se dire oui, on comprend mieux parfois le prix qu'il faut mettre pour une bouteille, parce que il n'y a pas que la rareté, il y a aussi le travail de l'homme qui est effectué derrière, et quand c'est pas mécanisable, et ben c'est du monde, c'est du travail, c'est une équipe. Et tout ça se paye aussi. Et donc c'est ces terroirs successifs qui t'ont touché. Si tu devais nous citer quelques-uns de ces terroirs justement, que tu affectionnes tout particulièrement, mais aussi que tu auras envie de conseiller, de mettre en avant auprès de nos auditeurs, auprès de nos auditrices. Eh ben, l'une des dernières claques que j'ai prises, c'est en retournant un peu vers chez moi, autour de Clermont-Ferrand et d'Issoire, c'est de découvrir le travail d'Henri Chauvet, une nouvelle pépite en Côte d'Auvergne. Et en fait, je connaissais les vignes qu'il a repris, l'ancien propriétaire, j'avais déjà acheté du vin il y a une vingtaine d'années chez lui, et j'étais là, comment ce monsieur réussit à sublimer ce terroir en si peu de temps, puisque dès le premier millésime, il y avait quelque chose de très particulier. Ben voilà, j'ai pris la voiture, je suis allé voir, essayer de comprendre, on a passé une après-midi ensemble, et de me dire, oui, en fait, il y a le terroir qui est hyper important, le choix du terroir, et après, le travail humain. Il y a la papate de l'homme. Exactement. Et parfois, en très peu de temps, on peut arriver à changer une structure de vin, une définition du vin, assez rapidement, et de me dire, ouais, voilà, là j'ai compris. Après, il faut se donner les moyens. Il y a un travail extraordinaire qui est fait, mais finalement, on se dit dans n'importe quelle région viticole où il y a déjà, parce que l'Auvergne, faut savoir, il y a plus de 100 ans, c'était le berceau, bon, du mauvais vin, mais on faisait du vin à très grande échelle. Et aujourd'hui, on retrouve les prémices avec des bons vignerons. Donc l'Auvergne. Oui. Ah, c'était ton coup de cœur. Oui, c'était une claque magistrale parce que ça tient du cœur aussi, toujours. C'est aussi ton berceau. Voilà, en fait, à toi. Et finalement, de me dire, tous ces paysages que j'ai connus quand j'étais petit, ben, on peut faire du vin. Voilà, chose qu'on ne pensait plus parce qu'il y avait d'autres politiques, il y avait d'autres enjeux. Et aujourd'hui, de se dire, mais en fait, oui, il y a des jolis terroirs, il y a du granit, il y a du volcanique, on peut planter des pinots, on peut planter du gamay, il y en a toujours eu. Et il suffit juste de s'y remettre, de travailler, beaucoup travailler, mais on peut obtenir des jus fantastiques. Et des terroirs, Dieu sait qu'il y en a de représentés chez toi. Là, il y a tout plein de bouteilles ouvertes et qui font rêver. Donc effectivement, la Bourgogne, oui, la Loire, la Corse, le Beaujolais, l'Alsace, Bordeaux,
grand représentant des vins de Bordeaux. Souvent, on m'a dit, quand j'ai commencé à travailler réellement sur Bordeaux et pouvoir mettre ma patte, j'ai entendu, oui, mais il aime pas les Bordeaux parce que il vend autant de vins hors Bordeaux et tout. J'ai toujours adoré Bordeaux. Je suis parti, je suis revenu, j'étais pas de Bordeaux, je suis resté sur Bordeaux. C'est une région, pour moi, les plus grandes claques à chaque fois qu'on en parle avec des dégustateurs, souvent, à 90%, il y a un Bordeaux dedans. Et j'en démords pas, il y a une magie, il y a des vins, et aujourd'hui, en plus, on a cette chance de pouvoir trouver des millésimes décalés, des vins à tous les prix, parce que souvent, les gens se disent... Parce qu'on regarde que les crus classés, donc ah oui, c'est cher. Mais parfois, sur des petites appellations, Bordeaux, Bordeaux Sup, Castillon, des choses comme ça, autour de 10-15 €, on peut se faire plaisir aujourd'hui sur Bordeaux. Parlons-en. Rémi Lameura, le premier invité du premier épisode de Glouglou, il est chez toi. Exactement, oui. C'est des jolis canons, honnêtes, très francs, juteux, plein de fruits, à des prix absolument raisonnables. Alors c'est sûr qu'il faut pas regarder l'appellation, il faut regarder ce qu'il y a dans le verre et de se dire ah ouais, mais à ce prix-là. Et aujourd'hui je suis content parce que ça fait, on va dire 1 an et demi, 2 ans que le Bordeaux bashing s'est un peu calmé, mais les gens ils goûtent des vins, on en fait beaucoup au verre parce que ça permet, avant de se lancer et de se dire ah ouais, mais en fait c'est bon. Et puis tiens, on goûte un 2016, tiens, on goûte un 2011, tiens, on goûte un 2014. Aujourd'hui, les autres régions ont beaucoup de mal à s'aligner sur le choix des millésimes, où en général, dans toutes les autres régions, on reste sur 2021, 2020, allez, parce que c'est un peu vieux. Et aujourd'hui, à Bordeaux, j'ai l'embarras du choix de choisir mon millésime. Et pour moi, le millésime, autant que le terroir, est important. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de boire des vins un peu plus juteux, un peu moins sur la structure en fonction de ce qu'on fait. Moi, dans un bar à vin, c'est les petits grignotages que j'accompagne. J'accompagne pas d'une viande, j'accompagne pas de choses puissantes. Donc, en fait, on a envie de vins juteux. Je vais les ouvrir, 10 minutes après, ils sont dans le verre, quoi. Et encore, parfois, 10 minutes, la bouteille est finie. Mais ça, c'est une bonne réponse. Voilà. Et à Bordeaux, on arrive à faire ça aussi. Bon, Yannick, maintenant qu'on a parlé de plein de beaux terroirs et puis de flacons, certains qu'on boit en 10 minutes, il est l'heure de s'avancer vers le prochain service. Tu le connais, il me semble. Ben ouais, c'est Gamma GT. Jingle. Mon goût est en pleine croissance. Il me faut du vin. Alors Yannick, Gamma GT, bah oui, on va parler de ta consommation, c'est ça qui nous intéresse, savoir qu'est-ce que goûte Yannick Bussière, comment il boit du vin, à quelle fréquence, quels sont tes petits rituels, peut-être que tu en as, mais avant tout, c'est la question, alors pas la question coquine, mais la question consommation glouglou, de 1 à 7 jours semaine, qu'en est-elle ? Ben en fait, je vais décevoir peut-être beaucoup de monde, parce que souvent on me dit, oui, t'as la chance de boire tous les jours. En fait, je me refuse à boire tous les jours. J'ai toujours eu peur parce que ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai vu beaucoup de gens avec des problèmes. Un nez rouge. Exactement. Donc, j'essaye de faire attention. Je bois tous les jours. On recrache essentiellement parce que tous les clients, c'est les premiers et on est les plus heureux parce qu'on sent que c'est un moment de partage à chaque fois. Donc, ils nous offrent un petit verre. Mais j'essaye de faire partir tout ça dans l'évier le plus rapidement possible, tout en dégustant, mais j'essaye sur la semaine de faire assez attention parce que après on voit des agents, on voit du monde qui passe pour nous faire goûter aussi, donc d'être assez prudent. Par contre, le week-end, on sait que on va pouvoir regoûter toutes les bouteilles sur lesquelles on a eu une émotion en prenant le temps. Donc, on goûte tous les jours, on boit surtout le week-end. J'aime, vous êtes quelqu'un de raisonnable, in fine, mon cher Yannick. Mais c'est important quand même de mettre le point sur cette nuance. Parce que je pense que dans nos métiers, lorsqu'on est passionné de vin et qu'on est en contact de plein de bouteilles au quotidien, d'un point de vue extérieur, moi je vois ça par rapport à ma famille, typiquement, je ne vais pas chercher bien loin, je vais dire, waouh, mais quel beau métier, ils goûtent plein de vin. C'est la facilité. Mais heureusement, les amis, qu'on recrache aussi souvent que possible, parce que sinon, je pense que la fin de carrière, elle arrive très très vite. Exactement. À minima,
pour la petite pièce technique là qui se trouve dans notre petit bidou, ce qu'on appelle le foie, voilà, qui des fois peut vous mettre une alarme rouge. Et le but, c'est qu'il tienne très très longtemps, parce que la vie est belle et bien au-delà du vin. Et qu'il faut toujours faire attention aux excès, et puis avec l'âge aussi, hein. Moi je suis réaliste, ce que je pouvais faire il y a 10-15 ans, c'est toujours un peu plus difficile le lendemain. Voilà, mais non, c'est toujours un plaisir. En fait, on a toujours cette limite à pas franchir pour que ça reste toujours un plaisir et pas une obligation. Donc c'est vrai que la semaine, j'essaye moi toujours de faire attention, de goûter le maximum de choses. Tous les jours on goûte, hein, mais essayer au maximum de recracher, parce que la facilité voudrait qu'un verre on entraîne un deuxième, on sait commencer un troisième, et puis finalement tous les soirs on soit un peu fatigué. Ouais, l'hygiène de vie. Ça, prenez-en soin, chers glouters, on n'en a qu'une. Alors, comment tu achètes du vin? Moi, j'ai toujours... Alors, et c'est un besoin, hein, je m'en aperçois, où de temps en temps, je me dis, je suis en repos, je vais profiter tranquillement, mais j'ai ce besoin de rencontrer le vigneron, de comprendre un peu son histoire. Parfois, on est déçu. Parfois, on sublime les vins parce qu'on a eu une rencontre magique, et ça change tout au niveau de notre travail, parce que je suis qu'un passeur, moi. C'est pas moi qui fais les vins, donc j'achète et j'essaye de transmettre cette émotion à nos clients et de leur faire comprendre pourquoi on aime ce vin, pourquoi on aime un peu moins, pourquoi faut attendre. Mais je suis qu'un passeur, moi, au milieu de tout ça. J'ai pas la prétention de faire du vin. J'achète et je transmets une émotion, j'essaye de transmettre une émotion. Donc souvent, j'ai un peu la même émotion quand je rencontre un vigneron, de me dire « Oh, c'est sublime, j'adore sa philosophie, je comprends un petit peu plus. » Alors parfois c'est des rencontres d'1 heure, 1 heure et demie, parfois c'est une journée, parfois on y retourne 2 fois dans l'année pour comprendre un peu plus. Mais c'est ce qui fait la beauté et le charme. Et puis le lendemain, on a envie de partager l'émotion qu'on a eue la veille. Donc c'est notre travail d'essayer de partager tout ça. Donc pour moi, les rencontres avec les vignerons sont hyper importantes. Et ça détermine tes achats. Oui, exactement. Un critère pour référencer un vin chez toi à Vin Urbain? Il y a toujours le rapport qualité-prix, parce qu'aujourd'hui, si on veut toucher une nouvelle population bar à vin, il faut s'ouvrir. Donc, il faut des vins à petit prix et il faut des vins à grand prix. Mais moi, j'ai besoin, ça fait 9 ans que je suis là, on a vu la rotation de clients fidèles qui ont une famille, qui ont un peu moins de temps, qui veulent plus aller au restaurant parce qu'on change un peu de mode de vie. Donc, il faut se réadapter, il faut jamais oublier que pour moi le plus dur c'est de trouver les bons rapports qualité-prix pour faire plaisir aux clients et aux clients novices. Parce que souvent quand on rentre dans un bar à vin, ouais mais il y a un langage, moi j'y connais rien. Non, le principal c'est que ça soit bon, que ça vous fasse plaisir à ce moment-là, et après on en parlera avec des termes un peu plus techniques. Mais il faut se renouveler toujours, et c'est le plus difficile, sur presque les petits vins, plaisir qu'on va ouvrir et boire tous les jours. Alors, permets-moi de prendre la balle au rebond. Tu viens d'utiliser le mot novice pour décrire donc ces personnes qui découvrent le vin, mais qui sont rentrées d'ailleurs chez toi sans forcément se dire qu'ils vont avoir accès à plein de vins, parce que je pense que tu as cette fréquentation. Voilà. J'ai une petite question. Quel conseil aimerais-tu donner justement à tous ceux qui commencent à s'intéresser au monde du vin? Nous, on le voit, hein, quand on est une clientèle novice qui rentre pour la première fois, qui sait pas trop où ils sont et qui se retrouve avec une carte, on a entre 500 et 600 références. Donc finalement, qui comprennent pas grand-chose. Et c'est toujours de faire goûter tout ce qu'on a ouvert. Voilà, les gens souvent me disent « mais c'est gratuit ?» Oui, vous goûtez. Et comme ça, on va analyser si vous... Parce que quand les gens me parlent d'un vin blanc, on ne sait même pas parfois si c'est sucré, si c'est sec, si c'est très sec, ce qu'ils veulent. Donc goûtez et vous me direz, et on en reparle, et je vous resserre le verre qui vous fait plaisir. Je comprends qu'aujourd'hui, le vin, c'est un budget. Que de nos jours, même moi, hein, mes verres sont entre 6 et 12 euros. Tout le monde ne peut pas s'offrir tous les jours un tel service. Donc, on fait goûter, on essaye de comprendre. Et je veux des mots simples, je veux des choses simples. Le vin peut être très simple, c'est bon, c'est pas bon, ça correspond à ce que je veux. Voilà, j'ai envie de simplicité quand on rentre chez moi, de pas se prendre la tête avec des mots
Il y a des gens qui sont très techniques et on aime ça aussi, hein. Mais pour le novice, le plaisir du vin, plutôt que de boire une bière, je comprends, c'est le même tarif. Donc, de se dire, goûtez un vin, il y a 12 centilitres, vous allez prendre un plaisir pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais vous allez prendre ce plaisir que j'espère vous ne retrouverez pas dans d'autres boissons, qui permettra que les gens reboivent du vin et que ça soit pas un tabou et qu'ils se sentent pas coincés dans ce monde viticole où parfois on est entre nous et on reste très cintré. Ben voilà les Glouters, vous le connaissez, l'ADN de Glouglou, parler vin autrement et surtout désacraliser ce monde merveilleux en parlant simplement, comme tu le fais chaque jour. Je vais te refaire un petit compliment. Je vais te caresser un peu dans le sens du poil, mais tu le mérites. J'adore. Je vous invite réellement à venir, à franchir les portes de Vin Urbain et à vous fier au bon service de Yannick. C'est simple, on commence par goûter des choses, tu analyses un peu le palais. Quelles sont donc les zones qui s'éclairent dans le palais de tes clients pour leur divulguer de bons conseils. Et moi, si j'avais un conseil à vous donner lorsque vous êtes à Vin Urbain, c'est d'utiliser cette recette magique qui est la carte blanche. C'est vrai que nous, en permanence, avec les copains, les membres du W Social Club, on te confie une carte blanche et nous, ça nous permet de découvrir des vins sans a priori et effectivement, des fois, de se dire, tiens, c'est moins mon goût, mais par contre, je suis content. Je serai toujours content de me dire, par contre, là, j'ai approché le travail de tel vigneron qui correspond peut-être pas forcément à mon palais, mais j'ai découvert quelque chose, j'ai appris et peut-être que la prochaine fois, du coup, on orientera un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est notre jeu et c'est notre grand plaisir. Je pense à une table hier soir de 3 personnes qui m'ont fait confiance sur 3 bouteilles. Voilà, et de se dire, on a tel budget, on veut tel style et on y va. Et quand ça match, mais voilà, c'est top et je prends plaisir. Ils prennent plaisir et voilà, la soirée est gagnée pour tout le monde. C'est toujours ce plaisir de partage et d'essayer de faire comprendre. Et alors dans une partie un peu plus gestion de cave cette fois-ci, qui est beaucoup plus sexy que la gestion comptabilité certainement, comment tu gères ta cave? Est-ce que tu achètes beaucoup de vins pour les ouvrir dans 5 ou 10 ans? Comment tu gères tout ça? Alors ça devient un petit peu plus difficile de bloquer une trésorerie par rapport à il y a quelques années parce que le prix des vins, comme tout depuis 2-3 ans, a vraiment augmenté et surtout nos allocations ont fondu. Donc avant, quand on avait 12 bouteilles, on n'en a plus que 6 dans certaines régions, donc on essaye d'en bloquer 3, mais j'en ai que 3 à vendre. Et souvent, on a envie de se dire, tiens, il faudrait qu'on regoute. Le problème, ça devient presque la quantité aujourd'hui qui est compliquée sur certaines régions. Je pense à la Bourgogne, pour pas les citer, où aujourd'hui, j'ai de telles petites allocations que je peux plus garder, quoi. Ça m'arrive sur certains domaines d'avoir 1 ou 2 bouteilles uniquement. Donc qu'est-ce qu'on fait et on remet en jeu des bouteilles qui pour moi sont trop jeunes, mais l'intérêt économique pour tout le monde, c'est que moi aussi il faut que je vive, je peux pas garder. Donc on essaye, j'ai toujours une cave un petit peu cachée où j'essaye de garder des vins, mais ça devient difficile. Moi je voudrais savoir comment tu aimes boire une bouteille de vin chez toi. Moi, ça reste un plaisir, on va dire, assez simple. On aime bien cuisiner, on aime bien agrémenter, et on va surtout choisir la couleur, mais c'est vraiment en fonction d'humeur. Ce soir, j'ai envie de me faire une belle bouteille, où on va prendre le temps, je vais l'ouvrir à midi pour la boire que ce soir, je vais préparer un vin, et parfois, il y a juste le plaisir de se dire, allez tiens, on s'ouvre ça, on goûte. En général, on a ce problème, c'est que la bouteille est terminée, parce que souvent on se dit ce soir un verre tranquille, et puis en fait la bouteille elle est toujours terminée, mais c'est bon signe. Mais ça reste simple. Il y a juste quand on a envie d'une belle viande, on a envie de quelque chose d'un peu particulier, ouais, je vais me prendre la tête à réfléchir qu'est-ce qu'on va boire avec ça. Mais c'est un plaisir, hein. C'est vraiment pas une contrainte. Eh ben le plaisir, parlons-en, c'est l'objet du prochain chapitre de l'émission Glouglou, c'est Coup de foudre, jingle. Glouglou, pour l'amour du goût. Alors Yannick, est-ce que tu l'entends ce cœur qui bat? Oui, ce petit cœur qui bat tout chaud, c'est le tien. Et on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui fait battre ce cœur, cette passion
qui t'anime du coup depuis bientôt 30 ans. Oui, on peut dire ça. Question simple. Quel est le vin qui t'a littéralement marqué dans ta vie? Je vais dire les premières bouteilles dont on a parlé tout à l'heure. Suite à l'incendie. Exactement, où j'ai eu la chance, mais le fruit du hasard m'a fait prendre un Trollon Mondo 82, un grand millésime, et ça a été la révélation au niveau d'un vin rouge bordelais, mais ma première expérience finalement. J'avouerai que j'en ai racheté par plaisir. J'ai jamais retrouvé cette émotion, mais faut jamais reprendre des bouteilles en se disant je retrouverai la même émotion, parce que souvent on est un petit peu déçu, et j'ai trouvé très très bon, hein, et j'avoue que j'ai encore une bouteille de Trollon Mondo 82 que je garde en me disant un jour je retenterai, mais ça a été une expérience divine. Et après une deuxième expérience qui m'a ouvert, parce qu'au départ en fait, en ayant bu ça, je m'intéressais qu'au vin rouge. Et pour moi, les blancs, c'était un peu péjoratif, j'avais pas cette notion de grand vin, et j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Daguenot, et qui m'avait offert une bouteille en tiré-bouché, hein, pas d'étiquette, rien du tout, c'était un Silex, et là j'ai eu une émotion folle. Et alors, justement, pour tous nos glouteurs qui écoutent l'émission, est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus sur Monsieur Daguenot? Qui est-ce? Ah, c'était un personnage, malheureusement il est décédé il me semble en 2008, son fils et sa fille ont repris la propriété en faisant pour moi quasiment les plus grands vins blancs français sur une base de Sauvignon, donc on est sur Pouilly-Fumé, et ça a été des vins d'émotion mais démesurés. En fait, la première fois que j'ai bu ça, je n'avais jamais bu un vin blanc aussi complexe. En fait, j'aime l'acidité. Et du coup, j'ai croqué, mais vraiment dans un citron. Et j'étais là, comment on peut avoir une telle puissance acide et un tel volume en bouche derrière pour trouver un équilibre qui était tout simplement parfait. Donc pour moi, ça reste une émotion particulière qui m'a fait aimer les vins blancs, et aujourd'hui, je peux presque dire que ma consommation est plus vers les vins blancs que vers les vins rouges, parce que je trouve qu'il y a une plus grande complexité, il y a une différence, justement, on parlait de terroir, de vinification, vraiment sur les blancs où il y a eu des efforts de fait, et pour moi, le blanc compte autant que le rouge aujourd'hui. Je trouve ça très intéressant, l'utilisation du mot acidité. Entre nous, on le sait, c'est un mot qui peut faire peur. Se dire, quelque chose est acide. Oui. Acide, hein, déjà, on fronce un peu les sourcils en prononçant ce mot. Et en fin de compte, par rapport au vin, c'est une vraie colonne vertébrale, cette acidité. Exactement. C'est ce qui va lui apporter une certaine verticalité, une tension, un dynamisme, en fait, de la vitalité. Et qui va le faire durer dans le temps, parce que souvent on se dit un vin blanc, faut le boire rapidement, c'est pas des choses qu'on va garder, et au contraire, on se dit quand on a cette trame pour tenir, les vins blancs peuvent faire 10, 15, 20 ans, quasiment comme les grands vins rouges, et on a souvent de grandes émotions en buvant des vins blancs qu'on 7, 8 ans, 10 ans, et pourtant on n'aurait pas trop misé dessus, et finalement on s'aperçoit que la garde fait du bien aussi sur les vins blancs. Alors, on a parlé des bouteilles, mais récemment, tiens, on vient de commencer l'année 2024, est-ce que tu aurais un coup de cœur à nous conseiller ? Eh ben, c'est un coup de cœur tout neuf. Hier soir, j'ai eu la chance, mais ça reste anecdotique. C'est toujours le problème. Ça a été mon coup de cœur hier soir de goûter un Edmond Vatan, toujours en Sancerre, donc sur un Sauvignon de 2016. C'était grandiose. J'ai retrouvé certains arômes justement du Puy, de Daguenot, où on avait ce côté cédrat très pur, avec un volume en bouche exceptionnel. Mais c'est des bouteilles tellement rares que c'est toujours compliqué. Claude Lanéor. Claude Lanéor, exactement. De la famille Vatan, tout petit terroir sur Sancerre, sur les Monts d'Année. Mais hier, c'était, voilà, le timing était parfait. 2016, ouverture, un quart d'heure après, le vin a commencé à s'ouvrir. Une heure après, il était différent, il avait évolué. Mais un volume, une précision dans le vin, c'était vraiment très très bon. Et il te reste une bouteille là pour qu'on la goûte et qu'on vérifie tout ça? Non, malheureusement, il me reste plus que des magnums. Oh mince alors, j'avais grand soif.
Et puis les coups de cœur, c'est aussi l'humain, c'est ces rencontres. Et on le sait, tu viens de nous le dire, tu vas sur le terrain, sur les différents terroirs, rencontrer les hommes avec un H majuscule. Ces femmes, ces hommes qui cultivent cette vigne, cette liane, pour produire parfois des très très grands jus. Quelle serait cette rencontre, toi, déterminante avec un vigneron? Eh bien, ça a été, il y a déjà plusieurs années, la rencontre d'un vigneron à Bordeaux sur une appellation Entremer. Rien qui fait rêver de base. Et ce petit monsieur était venu une première fois m'apporter des échantillons, puis j'avais pas goûté parce que l'Entre-deux-Mers, pour moi, ça faisait pas partie des très grands vins. Puis il était revenu, puis on avait parlé un petit peu vin, puis j'étais waouh, le mec, il est précis, il parle pas que de son Entre-deux-Mers, il connaît les vins et tout. Et puis j'étais allé à la propriété et j'ai découvert le château Turcot avec Stéphane Lemay. Et c'était une révélation de me dire, waouh, sur des terroirs un petit peu basiques, on peut faire des grands vins avec des élevages soignés, un rapport qualité-prix de folie. Et combien coûte cette bouteille? Pour la cuvée majeure que j'admire et que j'apprécie, on est à un prix d'achat à moins de 15 € chez un bon caviste. Eh bien, écoutez les amis, vous connaissez la musique. Je vais vous mettre tous les vignerons cités en description de l'épisode. Et donc, maintenant c'est à mon tour de t'ouvrir une belle bouteille. Enfin, j'espère qu'elle sera belle, on sait jamais. On va juger. Je voudrais pas t'empoisonner, mon cher Yannick. C'est l'heure du blind tasting. Jingle. Blind Tasting. Bon les amis, voici l'instant fatidique, cet exercice que j'aime tant, la dégustation à l'aveugle, avec aujourd'hui notre invité de marque, Yannick Bussière, gérant de vin urbain à Bordeaux, au 27 rue des Bahutiers. Yannick, ça me fait bizarre en fait de te proposer cet exercice. On échange les rôles. On échange les rôles. Parce que je vous parlais alors de notre petit club de vin, de dégustation. Et en fait, à chaque fois qu'on se retrouve chez toi, c'est de la pure dégustation à l'aveugle. Donc c'est 99,9% de chance, du moins mes statistiques, où je me trompe. Oui, mais c'est tout à fait logique. Et heureusement. Et voilà, donc n'ayez pas peur, mais c'est toujours sympa parce que cet exercice, il est challengeant. Et je trouve qu'il aide en tout cas à mettre tous nos sens en éveil, à être vif, sur le qui-vive. Oui, et toujours de réfléchir, pas de boire, mais de réfléchir à ce qu'on boit et surtout d'essayer d'enregistrer pour la prochaine fois parce qu'on a notre ego, notre fierté et on se dit il faut enregistrer, il faut enregistrer, il faut enregistrer. Et c'est hyper important de toujours essayer de goûter. Et à l'aveugle, c'est encore mieux pour essayer de comprendre, d'analyser et que ça reste dans un petit coin. Alors qu'est-ce qu'on goûte, Yannick ? Déjà, on part sur un vin rouge. Ça, c'est une bonne réponse. Plus 10 points pour Gryffondor, de suite. De suite au premier nez quand tu m'as servi, j'étais sur Bordeaux. Voilà. Et souvent je préfère rester sur ma première idée, ce côté envoûtant, complexe, typique des assemblages bordelais. La bouche par contre est très très fine. Côté très mentholé, eucalyptus, fraîcheur et pas du tout de tanin asséchant ni serrant qui font extrêmement plaisir parce que le verre va être bu très rapidement et je pense que la bouteille ça va pas tarder à être terminé. Il y a vraiment un plaisir immédiat. J'ai pas ressenti de tanin comme parfois on peut le ressentir sur Bordeaux, donc il m'a fait un peu sortir, mais je reste sur ma première pensée, un Bordeaux plutôt rive droite sur des merlots mais sur un millésime pas trop chaud. C'est la seule chose où je serais pas allé sur quelque chose de très très chaud pour garder un peu cette acidité, cette fraîcheur et ces tanins. Donc un Bordeaux moderne, je partirais bien sur du côté de Castillon ou Saint-Émilion, vraiment rive droite. Je vais te dire, t'étais pas loin, à quelques kilomètres. Accroche-toi. On a effectivement ce merlot qui compose ce vin. J'en ai, pour être exact, 46% dans la bouteille. On retrouve le Cabernet Sauvignon, 23%. On retrouve le Cabernet Franc, 17%, bien présent sur la rive droite du Bordelais. Un petit peu de petit verre d'eau, tiens, 14% tout de même, un sacré assaisonnement. Et je te disais, on est à quelques kilomètres. Je t'amène en Nouvelle-Zélande. Ah, mais c'est juste à côté. C'est juste à côté. Fallait le dire dès le départ. Je t'amène en Nouvelle-Zélande, dans la région de Hawke's Bay, chez Te Mata Estates. D'accord.
Ah, et j'ai eu la chance de rencontrer les vignerons cet été qui sont venus me voir, qui ont passé 2 soirées, et vignerons hyper sympa, hyper ouvert. On a passé un très très bon moment. Peter Coley. Ah oui, et grandiose alors. Donc Temata Estate, juste un petit mot pour tous nos glouters. Là, on goûte le Bordeaux Blend. Donc Merlot Cabernet sur un millésime, accroche-toi, 2010. Waouh. C'est une des premières bouteilles que j'ai achetées. Waouh. Et surtout, ce que je trouve rigolo, c'est de voir donc le vin parfaitement vivant, très vif, vraiment beaucoup d'appétence, de délicatesse. Et cette fraîcheur, pas du tout asséchant, parce qu'on reste quand même si c'est des régions d'altitude, bord de mer, fraîche. Mais là, 2010, il y a une fraîcheur, c'est tendre. Pour moi, je partais, si on restait sur Bordeaux, sur un millésime, allez, au plus vieux 2014. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intrigue sur la bouteille ? C'est juste la capsule à vis 14 ans après, voilà. Mais ça prouve qu'aujourd'hui, on peut garder des vins sur des capsules à vis. Voilà, les amis, je voulais que tu mettes le doigt là-dessus. Effectivement, cette bouteille est à vis. Il n'y a pas de bouchon en liège. Alors, on sait que c'est culturel chez nous. Oui. Eh ben, ces bouchons à vis, on a souvent l'impression que ça va freiner le vieillissement d'un vin, du moins associé à quelque chose de peu qualitatif, d'un peu moins sexy. Sauf qu'aujourd'hui, on peut le dire. Hein. Oui, ça le prouve. Ça le prouve. Et donc, je suis ravi de te faire goûter ça parce qu'effectivement, on a vraiment cette influence bordelaise derrière. Rive droite sur les terroirs d'altitude. Tantôt aussi peut-être Saint-Julien, côté Médoc pour les Cabernets. Et donc, c'est la plus ancienne propriété de Nouvelle-Zélande. Son premier millésime, c'est 1896. Les plantations ont été faites en 92. C'est une propriété qui a déjà récolté les fameux 100 points. Vous savez, les amis, chaque année, des dégustateurs, des journalistes notent des vins et souvent sur 100. Et donc, avoir un 100 points, ça veut dire beaucoup pour ces propriétés. Et en l'occurrence, Temata l'a reçu. Voilà. Et puis, Temata produit 3 cuvées mythiques. Coleraine, Awatea, Hillstone. Voilà, donc John et Nick Buck pour les propriétaires, Peter Coley, l'un des plus grands vinificateurs de Nouvelle-Zélande, qui se cache derrière ce flacon. Et ce flacon, effectivement, qui aura une durée de vie certainement très courte. Alors tiens, moi tu sais, je suis gourmand, Yannick. J'aimerais bien que tu me dises là, avec quoi goûter, avec quoi associer ce Temata. Presque à la base, je partirais sur une viande rouge, barbecue, pour retrouver un peu de dynamisme. Donc, on a la chance à Bordeaux d'avoir des pieds de vigne qui traînent un petit peu partout. On a tous des sarments à la maison. Donc, sarments avec une viande rouge, mais pas trop épaisse, pas la grosse côte de bœuf, qu'on sente vraiment ce côté presque un petit peu brûlé. Comme on a le côté très frais et mentholé, pour retrouver un peu de dynamisme sur ce côté presque un petit peu brûlé de la viande, mais ça, et quelques légumes, voilà, ça suffirait. Alors, juste pour toi, Yannick, on va s'amuser. Qu'est-ce qu'on boit ? C'est un petit exercice que je te propose. Hein, et ma première question, je pense qu'elle va toucher une de tes passions. Et oui, vous le savez peut-être pas, mais mon invité du jour a une passion pour le ballon rond. Le football, et pas n'importe quelle équipe, l'Olympique de Marseille. Ah, le grand Olympique de Marseille, monsieur. Eh bien alors justement, je veux savoir qu'est-ce qu'on boit devant un bon classico au MPSG. Alors moi, j'ai un petit souci, comme souvent, on a la chance de jouer le dimanche soir à 21h, vu que les grands matchs sont toujours le dimanche soir à 21h pour les grandes équipes. Moi, c'est souvent accompagné de rhum. Un petit rhum, parce que... Ambré ou blanc ? Ambré. Moi, j'aime les vieux rhums avec quelques années, souvent Martinique. C'est une région que j'aime beaucoup. Donc, c'est souvent le match accompagné parce que malheureusement, je suis comme bon nombre de Marseillais et quand on suit un match, on est un peu couillon, on gueule un peu, on raconte un peu n'importe quoi. Donc, moi, c'est le rhum qui accompagne en général. Qui est un bon propulseur pour vivre les émotions. Exactement. Et bien voilà, vous en savez un peu plus sur notre invité. Imaginez-le un dimanche soir avec son beau maillot de l'Olympique marseillais. J'allais dire lyonnais. Ouh là là, quelle erreur. Ah oui. Non, attention. Non. Bon, qu'est-ce qu'on boit Alors, qu'est-ce qu'on boit sur les divins et légendaires croque-monsieur jambon truffé de
chez Vin Urbain, qu'on peut retrouver du mardi au samedi chez toi. Qu'est-ce qu'on boit pour les accompagner, ces crocs? Moi, je reste essentiellement sur nos crocs, sur des vins blancs. Pour retrouver un peu de peps, on parlait d'acidité, mais dans le sens noble du terme. J'aime quand c'est vif et tranchant par rapport au gras du comté et au gras de la truffe, finalement. Moi, je pars sur un vin blanc. Je pense là à Thibaut Bourguignon, où j'aurais envie d'avoir ce côté très salin, très tranchant. Exactement, pour relever le côté un petit peu gras, mais le bon gras du croc à la truffe. Donc un grand vin de l'Anjou, signé par Thibaut Bourguignon. Très bonne idée, bonne réponse. Et qu'est-ce qu'on boit pour sublimer les délicieux tiramisu de ton épouse Christelle, qui a une recette vraiment particulière avec laquelle on se régale? Ouais, on met pas de café, nous, on n'aime pas trop le café, donc du coup, c'est les tiramisu spéculoos et caramel. Et honnêtement, l'accord parfait pour moi, c'est les sucres nobles qui vont. Alors, on aime beaucoup le Jurançon, on aime beaucoup le Chenin, mais sur certains sauternes avec un petit peu d'âge, où le sucre est pas trop présent, pas trop vif, c'est un accord sublime. Donc, le combo, en fin de compte, sucre plus sucre, peut aussi fonctionner. Peut fonctionner à partir du moment où on va reparler encore d'acidité, mais on a ce côté tranchant et salin. C'est pour ça que je pensais, voilà, pour moi, un Clos Larouilla avec 60-65 grammes de sucre, c'est parfait sur le tiramisu. Ah, Clos Larouilla, grosse émotion. Ouais. Grosse claque. Cuvée Météore, cuvée Comète. Bon, il n'y en a pas beaucoup de vins. Et Phoenix, oui, et puis il n'y a que 4 hectares, une année très difficile là en 2023, donc les vins se font un peu plus rares parce que ça fait 4-5 millésimes que c'est toujours un peu plus compliqué, mais très grand vin sur ce côté très précis, où la minéralité et l'acidité est vraiment typique de ce domaine, parce qu'on est sur une croupe calcaire qu'on ne retrouve pas partout sur Jurançon, et il y a une identité très très particulière au Clos Larouilla. Je suis ravi que tu cites ce beau domaine, qui sera bien sûr à retrouver dans la description de l'épisode. À présent, Yannick, je vais te proposer un petit moment imaginaire, c'est le moment de la recette magique. Cet instant où tu vas pouvoir, en fermant les yeux ou non d'ailleurs, choisir un vin, un vinyle, pour en savoir plus aussi sur tes goûts musicaux, un plat, un lieu, sans oublier la personne essentielle pour partager ce grand moment, ce moment parfait. On t'écoute. Moi, si je ferme les yeux, si je pense, aujourd'hui, j'aurais envie de me retrouver au pied de la Sainte-Victoire, autour du domaine Grandboise, sur ce versant où on fait face en fait à la Sainte-Victoire qui domine et qui est d'un côté très calcaire, très blanc. Il y a vraiment une luminosité très très particulière. Je le vois pas avec une autre personne que mon épouse, qu'avec Christelle, qui m'accompagne depuis. On passe du temps tout le temps ensemble, mais c'est toujours un plaisir de passer du temps ensemble. Et je m'arrêterai sur un vin de Provence. J'ai un petit faible pour les vins du domaine Tempier, et je partirai sur une viande rouge aussi. Ça fait toujours plaisir. Le combo barbecue Provence, mais avec des légumes frais, et partir sur une viande rouge et sur un joli Tempier avec quelques années, c'est vraiment toujours un plaisir de partager ce très très joli domaine. Et alors, sans trop vouloir concurrencer le doux son des cigales, quelle musique on met pour accompagner cet instant? En plus de l'OM, je suis un fanat de Jamiroquai, et voilà, j'imagine pas autre chose qu'un fond sonore avec Jamiroquai tranquillement. Un morceau en particulier? 7 Day in 7 June, j'adore ce morceau, donc ouais, là ça y est, j'y suis. Je te lâche, je m'en vais, salut. Et 7 Day, petit clin d'œil à la consommation, donc voilà, exactement. Gamma GT de notre ami Yannick. Merci pour ce partage et ce bon moment, voilà, de imaginaire qui fait du bien. Parlons à présent de la bonne adresse, ou les bonnes adresses. Tu en as certainement quelques-unes
à nous partager? On a toujours des bonnes adresses. J'étais l'an dernier en Bretagne et j'ai eu la chance d'aller dans un nouveau bar à vin qui venait de se créer, le Carto, au Val-Saint-André, un lieu un petit peu improbable, on ne savait pas où on allait. J'avais entendu qu'il y avait une jolie carte des vins, mais voilà. Et on a trouvé un instant magique avec un passionné de vin, un ancien sommelier, pareil, qui avait monté sa cave à vin, une carte hyper précise, des produits très simples, travaillés, mais je me souviens de la tatin d'échalote qui était merveilleuse, et on a passé un moment éblouissant. Voilà, parfois c'est des choses simples. Après, il y a beaucoup de nos confrères tout autour de chez nous où on aime partager. Je pense à Pince-Fesse qui est pas très loin, où parfois en finissant le service, un petit peu de bonheur, on va boire un petit verre et un grignotant. L'avant-comptoir du Palais de chez Candebord, où on passe toujours des instants magiques, on est toujours bien reçu, et la cuisine est simple, efficace, et c'est tout ce qu'on demande dans ces jolis lieux. Place à l'actu, place à la culture. Yannick, est-ce que tu as envie de nous partager une petite info? Et l'actu, elle est toujours présente chez Vin Urbain, du mardi au samedi, où il y a toujours plein de choses à découvrir. On a la chance de faire ce métier et qui est toujours, on se renouvelle tout le temps, on va chercher des nouvelles choses. Et en fait, on a toujours ce besoin de partager. Donc, venez chez Vin Urbain pour partager, parce que souvent aussi les clients partagent aussi des goûts, des nouveaux vignerons, des adresses, et on est toujours partant pour nous aussi découvrir. Et c'est à Bordeaux, alors si vous vous déplacez, pensez à réserver. On peut réserver, oui, c'est plus simple. C'est petit chez nous, donc c'est toujours préférable. Voilà, vous savez tout, les amis. Bon, ça y est, c'est le dénouement final. Le temps additionnel, on s'approche tout doucement mais sûrement de la question centrale à Glouglou. Qu'est-ce que le vin dit de toi? Jingle. Glouglou, ce que le vin dit de nous. Yannick, avant de te lancer sur cette question centrale, Glouglou, ce que le vin dit de nous, et d'en savoir plus, in fine sur toi, je voudrais déjà te remercier véritablement pour ta confiance et, comme je l'ai dit précédemment, pour cette porte que tu m'as ouverte et qui m'a permis vraiment, et qui continue de me permettre d'en apprendre plus sur le vin, de m'amuser, de retrouver les gens que j'aime. On est toujours bien reçus, avec sincérité, avec humilité. Ta façon de parler des vins, voilà, pour moi est très singulière et elle me plaît, elle me permet toujours de passer un bon moment. Donc je vous invite encore une fois, toutes et tous, à venir découvrir Vin Urbain. Bon, certains d'entre vous, j'imagine, connaissent déjà ce grand repère. Mais voilà, merci pour ça. Merci pour toute l'application et le soin et l'amour que tu mets dans ton métier et que vous mettez avec Christelle. C'est une adresse où il fait véritablement bon vivre. Donc, merci pour ta confiance. Mais merci pour la vôtre, surtout. Mais maintenant, on y va. On attaque. On sort les couteaux. Glouglou. Yannick, qu'est-ce que le vin dit de toi ? Le vin a eu... J'ai eu cette chance de faire cette rencontre de grands vins Bordeaux et qui m'ont fait changer de cap et d'avoir en fait un objectif, d'en savoir de plus en plus. Et on a cette chance dans le vin, c'est parce que souvent les gens disent « Ouais, mais c'est toujours les mêmes bouteilles depuis 1855 ». C'est le même schéma à Bordeaux, donc, mais non, il y a vraiment de l'évolution. Il suffit de prendre certaines revues spécialisées qui ont 20 ans, d'ouvrir et de se dire « Ah oui, à l'époque, c'est ces vins qu'on recherchait, c'est ça qu'on voulait, j'aurais adoré goûter ça, d'aller voir tel vigneron. » Et 20 ans après, de se dire « Ah mais non, en fait, ça a complètement changé. Aujourd'hui, on parle de vin nature, de biodynamie. Moi, il y a 20 ans, j'entendais, mais c'était un peu farfelu, c'était des gens un petit peu différents. Aujourd'hui, ça existe, on aime, on n'aime pas, on comprend moins, mais il y a toujours cette recherche d'aller un petit peu plus loin, et moi, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer un des vignerons et des gens sublimes, et de rencontrer après, de par mes métiers, des clients qui sont devenus des amis, qui sont devenus passionnants, avec lesquels on a envie d'aller plus loin, d'aller rechercher. Donc c'est vraiment les rencontres qui ont fait que ce métier est parfois un peu difficile, avec des horaires décalés, des choses différentes. C'est tout le bonheur de retrouver, de se dire on a rencontré telle personne, on a eu cette chance, j'ai passé tel moment. Je me souviendrai à jamais d'une rencontre dans le priorat de chez René Barbier où on partait pour
une demi-journée, on a passé 3 jours à dormir chez lui. Il nous a ouvert les portes de tous les plus grands vignerons et j'étais là, mais en fait j'ai cette chance d'avoir rencontré un dieu dans le priorat, d'avoir dormi, d'avoir mangé avec lui, d'être à côté de lui et de ce partage. On a cette chance dans le vin d'avoir des gens souvent passionnés et c'est vraiment la notion de partage qui est hyper importante et qui ne s'arrête jamais. Et moi j'ai l'impression que le vin dit de toi une chose, c'est que tu aimes faire plaisir. C'est la base de notre métier, voilà, c'est de partager et voilà, et de faire plaisir et que les gens... Comme on dit souvent, on ne sera jamais riche, on a choisi cette voie-là, mais par contre, on a cette notion de plaisir, de se retrouver, et puis ça, le vin apporte la gaieté. Enfin, en général, chaque fois que quelqu'un rentre chez moi, même s'il fait la tête, j'espère que quand il va ressortir, il aura le sourire, il aura la banane, il aura oublié tout ce qui s'est passé. Voilà, mon principal objectif, c'est ça, d'avoir partagé ce moment, et quand il sort, il a la banane, et ils se disent, la prochaine fois qu'on viendra, on passera encore un bon moment. Donc, oui, toujours ce partage. Et tu vois, moi, mon principal objectif avec Glouglou, c'est ça aussi. C'est qu'une fois qu'on ait écouté l'émission, qu'on ait la banane, qu'on ait appris des choses, qu'on ait entendu des personnes inspirantes pour désacraliser le monde du vin, pour apprendre, pour découvrir. Et je te remercie une fois encore. Avant qu'on se quitte, Yannick, j'ai envie de te poser une petite question, là, simple. Je voudrais savoir, quelle personnalité, du vin ou pas d'ailleurs, aimerais-tu voir dans Glouglou ? Moi, en fait, j'aime bien le sport. Je le pratique pas, mais de suivre. Et j'ai souvent rencontré des anciens sportifs reconvertis au vin et qui sont souvent très passionnés, très passionnants et qui vont très très loin. Je pense à certains joueurs, des anciens joueurs des Girondins de Bordeaux, comme Jussier, que j'ai eu la chance de côtoyer en tant que client, et que je trouve passionnant en fait ce mélange de sportifs qui passent après au niveau du vin et qui sont d'une implication énorme. Donc intéresse-toi aux sportifs. Les sportifs, il y aura des pas de côté. De toute façon, l'idée, et ça je vous l'ai dit, c'est dans le générique, c'est d'aller chercher dans tous les milieux et c'est surtout d'en savoir plus par rapport au lien qu'on peut avoir avec le vin. Si tu écoutes Glouglou, écoute, peut-être surveille ta messagerie Instagram ou ta boîte mail et je serai ravi d'établir des liens, des connexions grâce aux conseils de mes invités, grâce à ton conseil, Yannick. Un dernier mot pour la fin ? Glouglou. Tout simplement, prendre du plaisir, continuer à boire du vin, apprendre tous les jours. Pour les jeunes qui débutent, surtout de ne pas se prendre la tête et de se dire c'est une boisson comme une autre, je vais l'apprécier ou pas. Il y a plein d'opportunités dans le vin, chaque bouteille est différente, et de se dire tiens, j'ai pas aimé ça, mais de réessayer sur autre chose avec du sucre, pas du sucre, du sec, pas du sec, du rouge puissant. Il y a tellement de possibilités que j'aurais envie de dire à tout le monde, goûtez une fois de temps en temps, même si vous n'avez pas aimé une première fois, de prendre le temps de regoûter, de se faire plaisir pour notre plaisir. Eh bien, le plaisir, parlons-en. J'en ai pris beaucoup durant cette émission. Un grand merci, Yannick. Piv, un énorme merci pour ce moment de partage et c'est très très agréable d'être derrière le micro. Eh bien, c'est aussi, je l'espère pour vous, chers glouters, agréable d'écouter l'émission. En tout cas, sachez que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à l'écouter, à vous abonner. On progresse chaque mois dans ces classements, du moins dans le référencement de l'émission pour qu'elle soit de plus facilement visible et qu'elle arrive un peu comme par magie sur vos écrans et dans vos oreilles. Donc continuez, j'insiste, abonnez-vous. C'est vraiment un énorme soutien que vous offrez à cette toute petite et récente émission qui s'appelle Glouglou, ce que le vin dit de nous. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission, mais d'ici là, buvez bien, buvez bon, ciao ciao, bisous. Punaise, j'adore cette nouvelle émission sur le vin. Glouglou, c'est marrant comme nom et je comprends tout. Ah mince, pour une fois, je comprends tout. Ah merde, arrête ton cirque. Spider Glouglou, Spider Glouglou.